Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, El Hadj Malick Gakou, leader du grand parti. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets. Le dialogue national et la première réunion autour du ministre de l'Intérieur tenue cette semaine. L'opposition sur ce dialogue, le boycott des uns et les conditions posées par les autres, les chances de ces pourparlers, les locales, l'avenir de la coalition Idy 2019, la présidentielle de 2024 et plusieurs autres questions. Participez à l'émission en posant vos questions sur nos comptes Facebook et Twitter. Malick Gakou face à Babacar Fall, le grand jury, dimanche 11h05 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bon ramadan, bienvenue dans ce nouveau numéro du grand jury d'RFM. Ça y est, les premiers jalons du dialogue politique sont posés. Le pouvoir et l'opposition, enfin une partie de l'opposition, se sont retrouvés cette semaine pour discuter des termes de référence. L'opposant Malick Gakou est donc notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quand vous avez annoncé sur votre page Facebook vous alliez venir devant le grand jury d'RFM, un internaute vous a interpellé sur votre silence depuis l'élection présidentielle du 24 février dernier. Je vous remercie, Babacar. Je dois dire quand même que je ne suis pas silencieux du tout. Mais vous savez que je ne suis pas un homme bavard aussi. Je travaille aussi parce que vous savez que je ne vis pas que de la politique. La politique me permet de servir le Sénégal. Mais au-delà de la politique, quand même, je suis un homme d'affaires et je suis obligé de gagner ma vie. Et c'est la raison pour laquelle je travaille. Maintenant, la page de l'élection présidentielle étant terminée, et nous avons tourné celle-ci. Il faut ouvrir de nouvelles pages pour permettre à notre pays d'engager la voie du développement économique et social. C'est pourquoi Malick Gakou est encore là. Je rappelle qu'après avoir été d'ailleurs justement empêché de vous présenter à cette élection présidentielle, vous aviez décidé de vous allier à Idrissa Seck et donc la coalition Idy 2019. Avez-vous dépassé aujourd'hui l'étape de la remise en cause de la victoire de Macky Sall, ou vous le considérez toujours comme un président mal élu? D'abord, je dois dire en tant que coordonnateur de la coalition Idy 2019, vous me permettrez quand même de remercier et de féliciter tous les membres de cette coalition avec qui nous avons partagé des moments exceptionnels dans l'histoire politique de notre pays par une participation effective à cette élection présidentielle. Et je dois aussi féliciter le président Idrissa Seck pour la position qu'il a pu occuper durant cette élection. Et je dois dire aussi que nous avons beaucoup appris les uns les autres à travers cette aventure au service exclusif de la défense des intérêts supérieurs de la nation sénégalaise. Et c'est aussi l'occasion pour moi de dire que la coalition Idy 2019 était une coalition présidentielle. Et vous savez que les élections présidentielles sont derrière nous. Donc bien évidemment, la coalition elle-même aujourd'hui s'est mue en un cadre de concertation puisque nous avons décidé de continuer quand même l'aventure ensemble et de poursuivre notre expérience pour échanger et renforcer le cadre de coopération et de valorisation, de mutualisation de nos dynamiques pour le développement économique et social de notre pays. C'est pourquoi nous continuons, au-delà de Idy 2019, à renforcer et à fortifier le cadre afin de lui permettre de jouer un rôle d'avant-gardiste pour le développement du Sénégal. Tout en gardant la même dénomination? Non, la dénomination, bien évidemment, elle va changer. Parce que vous savez bien que Idy 2019 était une coalition, comme je l'ai dit, pour l'élection présidentielle. Maintenant, l'élection est déjà terminée, bien évidemment. Il n'y a plus Idy 2019. Mais l'essentiel des composantes d'Idy 2019 envisage de conserver le cadre de concertation que nous avons établi pour servir davantage le Sénégal. Idrissa Seck est-il le leader de cette opposition qui a découlé de la dernière présidentielle, notamment autour des 4 candidats malheureux, les 4 candidats de l'opposition? En est-il le leader, Idrissa Seck? Mais je pense que vous savez que le statut de leader de l'opposition ou de chef de l'opposition est un statut à débattre certainement dans les termes de référence du dialogue politique tel qu'il a été institué. Mais ce qui demeure constant, aujourd'hui, au regard du régime quasi-présidentialiste que nous avons, et bien évidemment, le leader de l'opposition doit naturellement être l'émanation de cette élection présidentielle et la personnalité politique qui arrive second
par rapport à cette élection, devrait normalement occuper le statut de chef de l'opposition. Mais pour nous, ce débat n'est pas encore à l'heure, d'autant plus que ce qui est important, c'est d'abord de féliciter le président Idriss Seck pour cette position, mais également, surtout, de considérer que le plus important, c'est de réaliser les conditions d'un aggiornement de la classe politique, à même de permettre au Sénégal d'avoir une démocratie à la hauteur de nos ambitions. Des empoignades en vue dans les rangs de l'opposition. Votre opinion, c'est que le deuxième arrivé à la présidentielle doit être le chef de l'opposition. Le PDS pourrait dire non, nous qui incarnons le leadership de l'opposition à l'Assemblée nationale devons être considérés comme patrons de l'opposition. Vous savez, moi, de mon point de vue, bien évidemment, le PDS peut valablement revendiquer ses statuts, d'autant plus que le débat n'est même pas encore engagé. Et c'est la raison pour laquelle l'opposition parlementaire, avec à sa tête le Parti démocratique sénégalais, peut bien évidemment revendiquer ses statuts dès lors que, pour l'heure, le statut n'a pas été définitivement établi. C'est la raison pour laquelle ce débat est un débat à mettre dans la besace de futurs échanges que nous aurons, de futures concertations que nous aurons certainement au niveau de la classe politique. Mais ce qui demeure important, au regard même des modifications de la Constitution, surtout cette dernière qui a supprimé encore le poste de Premier ministre, tout cela indique le caractère hyper-présidentiel de notre régime. Vous savez que le régime politique sénégalais a été autrefois qualifié de régime hybride, ensuite de régime semi-présidentiel. Aujourd'hui, avec la suppression du poste de Premier ministre, on sent bien une super personnalisation du pouvoir présidentiel, ce qui d'ailleurs peut inquiéter les démocrates, mais en dernier ressort, il se trouve que le président de la République a toujours été la clé de voûte des institutions de la République. C'est pourquoi la suppression en elle-même peut ne pas poser de problème. Nous, au sein de l'opposition et principalement au sein du grand parti, nos députés ont voté contre la suppression du poste de Premier ministre parce que simplement, nous avons pensé qu'après le référendum, après les élections, avec tout ce qu'on sait et ses résultats, il paraissait tout à fait utile et normal d'amorcer une concertation autour de la suppression du poste. Il ne l'a pas fait, Macky Sall. Et cela n'a pas été fait, et c'est la raison pour laquelle, sans entrer dans le fond, sur la forme, et nous avons voulu montrer notre opposition à ce projet de suppression du poste de Premier ministre, même si, dans le caractère présidentialiste du régime que nous avons, il est clair que le président de la République étant la clé de voûte des institutions, peut bien évidemment se passer du poste de Premier ministre, comme ce fut le cas dans l'histoire. Vous êtes un ancien membre du gouvernement. Pour vous, l'efficacité recherchée, elle se justifie. Hein? Non, pour moi, tout dépend du président de la République, parce que c'est lui, en fait, la clé de voûte des institutions. Et nous sommes dans un régime quasi-présidentiel, hyper-présidentiel même. Et comme je l'ai dit tantôt, avec une hyper-personnalisation de la fonction présidentielle, si le président de la République pense que pour des questions d'efficience ou d'efficacité et de son action publique pour le Sénégal, il peut se passer de l'action d'un Premier ministre, d'un relais que nous jugeons important pour la démocratie, puisque vous savez que la démocratie a toujours besoin de relais. Si le président de la République juge qu'il n'est pas utile d'être accompagné dans son travail au quotidien par un Premier ministre, bien évidemment, cela n'est que du ressort du président de la République. Ce qui demeure constant, nous, en tant que citoyens, en tant qu'hommes politiques, en tant qu'acteurs politiques, nous ne pouvons qu'attendre les résultats de cette réforme pour pouvoir en juger. Un premier bémol en ce début de dialogue, en tout cas on discute déjà des termes de référence, on n'est pas encore le dialogue carrément, mais déjà cette suppression du poste de Premier ministre, ces réformes constitutionnelles intervenues juste avant que le ministre de l'Intérieur réunisse les différentes formations politiques pour discuter des sujets qui seront débattus au cours de ce dialogue politique. Il y a l'absence pour l'instant du Parti démocratique sénégalais. Est-ce que cette absence ne constitue pas une sorte de faux départ aussi? Le PDS, ce n'est pas n'importe quel parti politique. Bon, je ne voudrais pas être le porte-parole du Parti démocratique sénégalais, quoique vous savez bien les relations exceptionnelles que j'entretiens avec le président Abdoulaye Wade, qui est un père et une référence pour moi, et d'ailleurs avec l'ensemble des dirigeants du Parti démocratique sénégalais. Mais ce que je peux dire, bien évidemment, et comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, cette question aussi fondamentale, consubstantielle même à l'évolution de notre constitution, devrait au préalable être jetée dans la corbeille à idées du dialogue politique. Bien évidemment, le président de la République a la charge de cette question, mais comme je l'ai dit, nous sommes dans un régime présidentiel, le président étant la clé de voûte des institutions, je crois que c'est à lui d'apprécier, bien évidemment, la manière de rendre beaucoup plus efficace son action pour le Sénégal, ce qui demeure constant. Derrière une réforme de cette nature, de si grande ampleur qui modifie substantiellement la Constitution,
et qui modifie les relations entre l'exécutif et le législatif devrait, à mon avis, être discuté, d'autant plus que c'est lui-même, au lendemain de son élection, a enjambé un certain nombre de préoccupations pour déclarer qu'il va lancer des dialogues politiques avec la classe politique, et cela devrait permettre à la classe politique de trouver des conditions d'un apaisement et d'une démocratie à même de créer au Sénégal les conditions d'élections libres, démocratiques et transparentes. Et je crois que le Sénégal mérite cela maintenant. Le PDS, il faut qu'on en parle. Les préoccupations là-bas sont d'une autre nature. Pour Abdoulaye Wade et son parti, il y a le cas Karim Wade qui est posé sur la table comme condition à toute participation à ce dialogue politique. L'ancien président de la République exige, entre autres, la révision du procès de son fils qui a été condamné pour enrichissement illicite. Légitime à votre avis? Vous savez que d'abord, en ce qui concerne le dialogue proprement parlé, il n'y a pas que le Parti démocratique sénégalais qui n'a pas été là-bas. Vous savez que nous, de même que le Parti démocratique sénégalais, les Réunis et pratiquement toutes les formations politiques de l'opposition, nous sommes réunis dans le cadre du Front de résistance nationale. Le président Idriss Seck était là-bas, le président Issa Sall était là-bas, le président Madi Kenya était là-bas, le Parti démocratique sénégalais était là-bas, nous-mêmes nous étions là-bas. Je pense que le plus important, le FNR représente la quintessence de l'opposition sénégalaise. Et durant notre réunion préparatoire à cette concertation nationale, le FNR a retenu deux positions de base. D'abord, nous sommes pour le dialogue, parce que je crois que c'est important au regard de tout ce qui s'est passé ces dernières années relativement au processus électoral, et sans pour autant revenir sur les segments les plus virulents qui ont consisté à emprisonner de temps en temps les leaders politiques, à faire des marches de contestation contre tel ou tel aspect du processus électoral. Ce qui demeure évident, c'est que nous avons préféré tourner la page de l'élection présidentielle et nous tourner résolument vers l'avenir, un avenir de sérénité, pour renforcer et valoriser les principes de la démocratie sénégalaise. C'est la raison pour laquelle l'opposition a décidé de dire oui au dialogue, de répondre à la main tendue du président de la République pour un dialogue politique à même de permettre au Sénégal d'avoir une démocratie apaisée, d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes et de projeter notre pays dans la voie du développement économique et social. C'est pourquoi l'opposition avait retenu le principe d'envoyer une délégation conduite par Matar Souran, qui est le coordonnateur du FNR, pour dire au ministre de l'Intérieur notre volonté de partager le dialogue avec le pouvoir. Et cette volonté-là a été fortement exprimée par Matar Souran et nos représentants qui ont dit au ministre de l'Intérieur que l'opposition est certes ouverte au dialogue, mais nous voulons un dialogue constructif. Nous voulons un dialogue qui amène un peu de la fraîcheur par rapport à notre démocratie et qu'on finisse enfin à pouvoir avoir un code électoral consensuel. Et pour cela, l'opposition a jugé utile d'indiquer dans un deuxième postulat qu'il nous faut nécessairement une commission cellulaire. Une commission cellulaire dirigée par des personnalités indépendantes, équidistantes des formations politiques, avec la société civile, pour qu'ensemble nous puissions, avec cette commission cellulaire, ça c'est déjà un blocage parce que le président de la République a désigné le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille, comme superviseur de ce dialogue politique. Il est déjà récusé par une bonne partie de l'opposition. En fait, en réalité, je ne pense pas qu'on peut le présenter comme ça. De manière générale, je crois que c'est le rôle du ministre de l'Intérieur de conduire ces genres de concertation. Mais au-delà de cette concertation avec le ministre de l'Intérieur, il y a le dialogue national qui dépasse largement les qualifications du ministre de l'Intérieur. Ce qui demeure constant, c'est que nous voulons, sur la matière électorale, avoir une commission cellulaire qui permette aux parties prenantes de pouvoir discuter et d'être arbitrées par des personnalités neutres et indépendantes, équidistantes des formations politiques. Je crois que cela, pour tous ceux qui veulent avoir un dialogue harmonieux et un processus électoral apaisé, nous devons faire comme en 1992 avec le code consensuel, puisque le code consensuel nous permet enfin d'avoir des élections apaisées et que le Sénégal doit se tourner résolument vers l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes non contestables. Vous savez qu'on ne peut pas continuer dans notre pays, encore une fois, à organiser des élections et dès le lendemain, les élections sont contestées. Je crois que cela est inadmissible et le Sénégal, je crois que mérite d'avoir un code électoral consensuel, qu'on dépasse les contestations électorales qui peuvent être sujettes à des convulsions post-électorales, à même demain de remettre la démocratie sénégalaise dans des situations non souhaitables. Et je crois que c'est cela le plus important. Et pour cela, nous pensons au sein de l'opposition que le pouvoir doit accepter et accéder à notre demande de mettre en place une commission cellulaire
dirigés par des personnalités politiques équidistantes de nos formations politiques, de l'opposition comme du pouvoir, et qui est à même de pouvoir arbitrer nos échanges, d'avoir des termes de référence cohérents, et enfin qu'on ait un code électoral consensuel et qu'on organise enfin des élections libres, démocratiques et transparentes, non contestables au Sénégal. Oui, c'est clair que le processus électoral sera au cœur de ce dialogue politique. Qu'est-ce qu'il faut changer dans ce processus électoral? Le parrainage a été l'objet de vives polémiques avant la présidentielle. Sur le parrainage, vous personnellement, Malick Gakou, vous proposez quoi? Mais vous savez, moi, je ne voudrais pas entrer dans les détails du parrainage pour avoir subi directement les stigmates du parrainage. Vous savez que j'ai préféré vivre de bout en bout le parrainage. Vous vous souvenez que lors du vote de la loi le 17 avril du parrainage, j'ai été le premier à être arrêté par la police parce que manifestant devant l'Assemblée nationale. Et j'ai donc conduit le combat contre le parrainage. Et ensuite, j'ai été au Conseil constitutionnel. Vous savez, je ne veux pas, encore une fois, revenir sur le parrainage, d'autant plus que c'est une période très traumatisante que nous avons vécue au sein de la classe politique. Ce qui demeure constant, le parrainage doit être un parrainage qui permette réellement, si c'est l'objectif, c'est de parfaire les candidatures, de trouver des consensus forts à même de nous permettre de nous accorder sur un certain nombre de minima. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, nous retournons à la case départ pour dialoguer autour des conditionnalités de l'organisation d'élections démocratiques. Nous pensons que le parrainage, bien évidemment, doit être dans la corbeille à idées de ce dialogue-là. Et pour cela, nous avons aussi des propositions. Mais pour l'heure, nous n'en sommes pas encore une fois aux propositions. Nous n'en sommes pas aux propositions. Vous savez que pêle-mêle et Kahin Kaha, au sein de l'opposition comme des pouvoirs, des thèmes de référence ont été annoncés. Mais ce qui demeure constant, c'est qu'à l'heure actuelle, il faut d'abord parler du format du dialogue. Et nous en sommes là. Nous sommes là pour dire que créons les conditions d'un format de dialogue qui satisfasse l'opposition et le pouvoir. Enfin, que nous ayons un cadre de dialogue approprié pour pouvoir discuter de manière harmonisée au nom de la défense des intérêts supérieurs du Sénégal. Est-ce que, par exemple, le président de la République, il doit rencontrer directement d'abord les principaux leaders de l'opposition? Ça peut faciliter le reste, non? Vous savez, ça, il appartient au président de la République de définir la voie à travers laquelle il entend réussir son dialogue, puisque le dialogue, c'est lui qui l'a appelé de tous ses voeux. Nous sommes dans des dispositions de répondre à sa main tendue, puisque nous pensons qu'il faut quand même dialoguer avec le président Macky Sall. Il faut dialoguer pour le Sénégal, il faut dialoguer pour sa démocratie, il faut dialoguer pour des élections démocratiques. Et pour cela, l'opposition est dans d'excellentes dispositions pour répondre à cette main tendue-là. Maintenant, il faudrait juste que l'État du Sénégal organise les conditions d'un dialogue harmonieux, à même d'éviter au Sénégal de retourner à la page du dialogue de 2016. Vous savez que ce même dialogue a été entamé en 2016 avec les conséquences qu'on en connaît. Et finalement, le 28 mai a été déclaré journée du dialogue national avec aussi les conséquences que l'on connaît. Je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons vraiment dialoguer, l'État du Sénégal a les moyens, puisque rencontrant l'adhésion totale, parfaite et entière de l'opposition sur sa prédisposition à dialoguer pour trouver enfin des solutions aux innombrables questions qui sont posées pour qu'enfin qu'on ait des élections non contestables au Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle l'opposition l'a exprimé très fortement devant le ministre de l'Intérieur et l'opposition attend la réponse de l'État du Sénégal par rapport à cette préoccupation majeure. Et en ce moment-là, nous allons nous asseoir pour discuter avec l'État sur les meilleures approches à même de permettre au Sénégal d'avoir un processus électoral consensuel pour que les élections soient organisées de manière non contestable au Sénégal. Vous l'avez dit tantôt, des termes de référence sont sortis pêle-mêle de tous bords d'ailleurs. Les élections locales, par exemple, ça c'est sorti. C'est agité de les reporter ou de les tenir à la date du 1er décembre comme déjà annoncé. Quelle est votre position personnelle, Malick Gakou, sur ces locales prévues a priori en décembre prochain? Oui, je dois rappeler juste que quand même que les élections locales ont déjà été reportées. Déjà, oui, que devait se tenir en juin. Et cela aussi sans concertation préalable avec la classe politique. Et donc aujourd'hui encore, on parle de nouveaux reports de ces mêmes élections locales, bien évidemment. Mais pour moi, nous devons tous consentir des sacrifices pour arriver à des positions harmonisées et afin de sauvegarder la démocratie sénégalaise et de tourner la page
vers les préoccupations essentielles du peuple sénégalais, qui ne sont pas que des préoccupations politiques. Ce sont des préoccupations sociétales, ce sont des préoccupations de transformation, ce sont des préoccupations de croissance économique, ce sont des préoccupations de progrès social, etc. et de bien-être pour les populations. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut d'abord ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut créer le cadre de la concertation, un cadre sur lequel nous sommes tous d'accord, en tout cas pour pouvoir amorcer les bases de ce dialogue tant souhaité. Maintenant, on ne peut pas aller dans un dialogue en nous menaçant les uns les autres. On ne peut pas aller dans un dialogue en posant des conditionnalités aux uns et aux autres. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a des questions qui sont des questions hautement diplomatiques, qui sont des questions de nature à apaiser le climat politique. Bien évidemment, sur ces questions, de manière responsable, le président de la République et l'opposition devraient discuter, mais pas sous la forme de menaces de si vous ne faites pas ça, je ne dialogue pas, ou si vous demandez ça, je ne vais pas dialoguer avec vous, etc. Je pense qu'il est temps qu'au sein de la classe politique, que nous ayons une position de responsabilité, et cette position de responsabilité est une position de hauteur. Et mon action politique pour mon pays s'inscrit dans cette logique-là, et je ferai tout, et je ne ménagerai aucun effort pour créer des conditions d'un cadre harmonisé afin de permettre au dialogue d'aboutir au grand bénéfice des intérêts du Sénégal. Vous avez déjà été à la tête de beaucoup d'initiatives dans les rangs de l'opposition depuis au moins 4 ans. Est-ce que, par exemple, les réticences d'Abdoulaye Wade du PDS, vous envisagez de faire quelque chose pour les ramener à de meilleurs sentiments? Mais vous savez, je ne pense pas qu'il y ait des divergences fondamentales entre le Parti démocratique sénégalais et toutes les franges de l'opposition sénégalaise. Nous sommes tous mus par le même désir ardent de créer les conditions de dialogue. Et je l'ai dit tantôt, tous les partis membres du Front et de Résistance nationale sont d'accord pour le dialogue, mais bien évidemment, il y a des préalables. Et le premier préalable du dialogue, avant d'entrer au fond des termes de référence, c'est d'abord de créer un cadre de confiance mutuelle, harmonisé, pour qu'on puisse avoir le socle de ce dialogue-là. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde est d'accord au sein de l'opposition, que ce soit le grand parti, le Parti démocratique sénégal, les Réunis et toutes les formations politiques de l'opposition, nous sommes tous d'accord que oui, il faut dialoguer, mais créons d'abord le cadre du dialogue. Et ensuite, derrière, il y a aussi des préalables qui sont proposés par les uns et les autres, que ce soit du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition. Mais je dis encore une fois, ce n'est pas en nous menaçant mutuellement ou en jouant à se faire peur qu'on arrive à créer les conditions du dialogue. Ma posture à moi, ma position, en tant que coordonnateur d'une grande frange de l'opposition, de manière générale depuis ces dernières années, c'est de faire en sorte quand même qu'on crée les conditions, non pas de menaces mutuelles, mais d'une synergie et de nos postulats à même de nous permettre, en toute responsabilité, de se mettre dans les hauteurs et de sauvegarder la démocratie sénégalaise pour qu'enfin le dialogue puisse produire les résultats et les effets escomptés. On parlait des locales. Vous avez dirigé le conseil régional de Dakar entre 2009 et 2012. À la faveur de l'acte 3 de la décentralisation, les conseils régionaux ont été supprimés pour laisser la place aux conseils départementaux. Est-ce que cela a changé quelque chose dans la vie des collectivités territoriales? D'ailleurs, Dakar, Pikine et Guédiawaye n'ont pas de conseil départemental. Est-ce que la suppression du conseil régional en faveur du conseil départemental a vraiment révolutionné le développement des collectivités territoriales? Bon, je ne le pense pas. Je ne le pense pas, d'autant plus que d'ailleurs, au moment de sa réforme, j'avais déjà démissionné de mon poste de président du conseil régional parce que j'étais ministre dans le gouvernement, dans le premier gouvernement de l'alternance du président Macky Sall. Alors donc j'ai dû démissionner de mon poste de président du conseil régional pour incompatibilité de fonction, parce qu'il fallait rester soit président du conseil régional ou entrer dans le gouvernement. J'avais choisi, et mon parti d'alors a choisi de me mettre dans le gouvernement. Maintenant, vous savez que le conseil régional est un instrument de développement extrêmement important, puisqu'il renforce la cohérence de la politique des collectivités locales dans les territoires de la région. Surtout en matière d'aménagement du territoire. Vous savez qu'on ne peut pas développer une région, une entité territoriale, sans créer les conditions d'un aménagement du territoire, à même de sous-tendre et de créer les conditions d'un développement harmonieux et intégré entre les collectivités locales. C'est la raison pour laquelle, cette mission étant terminée, il sera difficile, bien évidemment, de créer une mutualisation des ambitions des collectivités locales dans un cadre harmonisé. Et ce conseil régional étant disparu, bien évidemment, cela se fait au niveau des départements. Mais entre les départements, qu'est-ce qui va se faire? Donc, c'est la raison pour laquelle, partout, les développements intégrés passent par l'émergence de régions très fortes, des régions qui mutualisent
les ambitions des collectivités territoriales, à même de les harmoniser pour conduire en osmose avec la politique nationale, une politique régionale à même de supporter les bases du développement économique et social au niveau des entités de la région. Maintenant, cela n'étant pas, la réforme a enlevé la région de sa substance et je pense aussi que nécessairement le Sénégal, en parlant de pôle de développement, doit revenir dans des pôles de développement intégrés et le pôle de développement intégré le plus approprié, c'est le cadre régional et c'est la raison pour laquelle je milite fortement pour que demain, dans la réalisation d'une politique de décentralisation, à même de supporter les bases du développement économique et social de notre pays, qu'on revienne bien évidemment sur la quintessence et la substance même de la région en tant que pôle de développement économique. Ouais. Ce choix contesté par vos militants, par votre fief de Guédiawaye, parce qu'à l'issue des élections locales de 2009, vous aviez deux possibilités, être président du conseil régional de Dakar ou maire de Guédiawaye. Beaucoup d'habitants de Guédiawaye vous en veulent, et toujours d'ailleurs. Ben, vous savez, d'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un dire l'autre jour dans une de vos émissions que Malick Gakou n'a jamais rien gagné à Guédiawaye. Mais bon, vous savez, qui d'autre que moi a gagné à Guédiawaye? Moi, j'ai tout gagné à Guédiawaye. D'abord, pour gagner à Guédiawaye, il faut servir Guédiawaye. Moi, j'ai toujours servi Guédiawaye. Je pense qu'aujourd'hui, si on parle de Guédiawaye, on ne peut pas ne pas parler de Malick Gakou. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Guédiawaye qui a servi sa ville. Et pourquoi les populations de Guédiawaye veulent que je dirige Guédiawaye? C'est parce que ces populations savent que je suis à côté d'elles et que j'essaie au mieux de mes possibilités d'être à côté d'elles pour la satisfaction des desiderata de leur croissance, tant au niveau personnel qu'au niveau familial, qu'au niveau de la ville. Alors c'est la raison pour laquelle, en 2009, moi j'ai fait que 2 élections locales à Guédiawaye, je les ai gagnées, toutes. J'ai gagné les élections locales à Guédiawaye en 2009 et j'ai gagné aussi l'élection de la région de Dakar, les élections régionales. Et j'ai choisi, bien évidemment, de diriger la région à la place de la mairie de Guédiawaye. Bien évidemment, ce choix, je peux l'accepter aujourd'hui, était une grosse erreur de ma part. Parce que quand même, aujourd'hui, tout ce qui s'est passé à Guédiawaye par la suite, et certainement nous y reviendrons, indique à suffisance que je ne devais pas choisir de diriger la région en laissant la ville de Guédiawaye. Je pense que nos politiques doivent être collés à sa base et je pense que c'est une erreur d'avoir choisi de laisser la mairie de Guédiawaye librement et de choisir de diriger la région de Dakar. Mais en fait, en ce moment historique de notre pays, de l'évolution de notre pays, ce choix-là s'est justifié aussi par le fait que j'avais l'ambition, au-delà de ma propre personne, de faire en sorte qu'un enfant de la banlieue dirige la région de Dakar. Parce que vous savez que la région de Dakar a toujours été dirigée par des hommes et des personnalités, soit de Rufisque ou bien de Dakar. Et nous sommes des banlieusards. Et j'ai toujours rêvé qu'un enfant de la banlieue puisse trôner à la tête de la région de Dakar. Et c'est la raison pour laquelle c'est ce choix sentimental qui a beaucoup plus guidé mon choix de diriger la région de Dakar qu'un choix politique lié à mon évolution personnelle. Aujourd'hui, les populations m'en voulaient déjà. Par rapport à ce choix, parce que beaucoup de jeunes étaient désemparés et se sont sentis même désabusés du fait que je n'ai pas dirigé la ville comme ils l'auraient souhaité, mais j'avais aussi une ambition très forte de gérer la région au service de Guédiawaye, mais également de toutes les collectivités locales de la région de Dakar. Maintenant, aujourd'hui, au regard de l'évolution politique de la collectivité qui est ma collectivité, Guédiawaye, je peux considérer quand même que, comme beaucoup l'ont pensé, bien avant moi, que ce fut une grosse erreur de ma part de ne pas diriger la mairie de Guédiawaye, qui est quand même ma base politique. Et je pense que Guédiawaye est mérité d'avoir un maire comme Malick Gakou, qui non seulement servait la ville, non seulement servait les intérêts de ces populations, mais dont les populations voulaient à la tête de la mairie pour rendre encore beaucoup plus efficientes toutes les politiques, toutes les visions que nous avions partagé au service des intérêts des populations de Guédiawaye. Maintenant, alors Malick Gakou, aux prochaines élections municipales à Guédiawaye, allez-vous briguer la mairie? Bon, j'y reviendrai tout à l'heure, vous savez, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je voudrais juste dire par là qu'à tous ceux qui pensent que Guédiawaye m'a tourné le dos, je pense qu'il y a une grosse erreur, d'autant plus que j'ai dit que j'ai participé à des élections locales à Guédiawaye. D'abord en 2009, j'ai gagné la mairie. En 2014 aussi, j'ai gagné aussi Guédiawaye. Parce qu'en 2014, il ne faut pas qu'on oublie, en 2009, j'étais le leader de la coalition Benno Siggil Sénégal, nous avions gagné la mairie. En 2014 aussi, j'étais le leader de la coalition Benno Bokk Yakaar qui a gagné la mairie de Guédiawaye. Ben donc, je n'ai jamais perdu d'élection locale à Guédiawaye et je pense que rien ne peut se faire à Guédiawaye en matière locale
sans pour autant, bien évidemment, que les populations se réfèrent à ma position, parce que les populations savent parfaitement que je suis en osmose totale et parfaite avec ces populations-là pour la défense de leurs intérêts, mais surtout pour la cause de Guédiawaye. Sur les dernières législatives et sur la présidentielle de février passé, on voit nettement que peut-être que vous avez perdu du terrain à Guédiawaye quand même, Malick Gakou. Mais vous savez, non, en fait, en réalité, ce qu'il faut dire, parce que moi, nous parlions des élections locales, mais ce qu'il faut retenir, c'est que chaque fois que je suis devant un combat à Guédiawaye, je gagne. Et largement, parce que les populations savent que je suis un enfant de Guédiawaye, à même de satisfaire à tous les desiderata de leur développement. Maintenant, vous savez qu'on a vécu des élections. L'élection présidentielle, comme Idriss Seck a gagné à Thiès, et comme d'autres ont gagné dans leur terroir, je suis persuadé que si j'étais candidat à l'élection présidentielle, j'allais gagner aussi Guédiawaye. Ça, je ne peux pas avoir l'ombre d'un doute là-dessus. Pour les élections législatives, on connaît les conditions dans lesquelles ces élections ont été organisées. Je ne veux pas y revenir, puisque j'ai dit tantôt que nous tournons la page de ces élections contestables que nous avons vécues au Sénégal et que nous jetons notre regard vers l'organisation d'élections non contestables au Sénégal. Et je suis persuadé qu'en tant que leader politique, je ne suis pas gêné de perdre des élections, comme je ne suis pas gêné de les gagner aussi. Donc, vous savez qu'il n'y a pas un leader politique au Sénégal qui gagne tout le temps des élections dans son terroir. Tout le monde perd des élections. On perd des élections, on les gagne, mais ce qui demeure constant, je n'ai jamais perdu d'élections locales à Guédiawaye. En 2009, j'ai gagné les élections. En 2014 aussi, j'ai gagné les élections. Maintenant, je n'étais pas candidat à la mairie et bien évidemment, d'autres... Je repose la question, Malick Gakou. Serez-vous candidat à la mairie de Guédiawaye aux prochaines élections municipales? Vous savez que moi, je n'ai jamais été, de prime abord, candidat à une élection locale à Guédiawaye. C'est les populations, c'est des partis politiques, c'est les composantes de la société qui se réunissent et qui me désignent comme candidat. Je crois que même en 2009, quand j'étais le leader de la coalition Benno Siggil Sénégal, je n'ai jamais été devant pour dire que je serais candidat à la mairie, comme en 2014 aussi, où je me suis retiré volontairement de la liste que j'ai dirigée, mais pour autant, sans pour autant ne pas faire campagne. Et j'ai fait campagne, j'ai battu campagne avec l'ensemble des composantes de la coalition Benno Bokk Yakaar et nous avons gagné les élections. Donc aujourd'hui, c'est la même chose, c'est la même préoccupation qui m'anime. Moi, je suis au service des populations, je suis au service de la cause de ces populations et de la classe politique de Guédiawaye. Le moment venu, nous allons apprécier ensemble les contours à travers lesquels nous allons participer à ces élections et nous allons définir une candidature à même de permettre de défendre encore davantage plus les intérêts des populations de Guédiawaye. Quel est le regard que vous posez sur l'actuel maire, son travail, le bilan de l'actuel maire de Guédiawaye, Aliou Sall? Vous savez que moi, je ne peux pas, j'ai mon appréciation personnelle du travail du maire Aliou Sall, mais il ne m'appartient pas à moi de déterminer le bilan de Aliou Sall. Je pense que Aliou Sall est le maire de Guédiawaye. Il est une réalité politique à Guédiawaye dont il faut tenir compte, sans nul doute. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que laisser aux populations le soin d'apprécier son bilan et qui sera sanctionné positivement ou négativement par les populations lors des prochaines élections locales. Et quelle est votre opinion sur cette idée agitée depuis quelque temps, l'élection à scrutin direct des maires et probablement des présidents des conseils départementaux? Mais vous savez que d'abord, sur la question de l'élection elle-même, il faudra d'abord, au-delà du fait d'élire le maire au suffrage direct ou indirect, parce que comme c'est le cas actuellement, le débat de fond, c'est d'abord le mode de scrutin. Vous savez, aujourd'hui, on est dans le fameux Raw Gadu, qui est un système contestable et qui remet en cause un certain nombre de variables liées à la démocratie. Et c'est la raison pour laquelle le débat doit dépasser largement la question du maire, mais du mode d'élection. Non seulement du maire, mais également du scrutin de manière générale. Et c'est la raison pour laquelle, sur ces questions-là, mon parti a des propositions concrètes et nous allons naturellement les formuler lors de ce dialogue national en vue, si les conditions de ce dialogue sont bien évidemment réunies pour nous permettre de pouvoir indiquer la position que nous avons par rapport à cette question. Ce qui demeure constant sur le dialogue politique et sur les élections locales, à l'heure actuelle, la classe politique n'a pas pu s'entendre pour avoir une position harmonisée, mais dans une république et dans une démocratie digne de ce nom, bien évidemment, nous devons tout faire et ne ménager aucun effort afin que les élections se tiennent à date échue. Aujourd'hui, je considère encore une fois que la date des élections, c'est le 1er décembre 2019,
tel qu'il a été indiqué, et sans accord de part et d'autre, je ne vois pas dans quelles conditions on peut créer encore une fois les conditions pour changer encore la date de ces élections-là. Ce qui demeure constant, nous sommes prêts à aller à ces élections-là pour défendre la collectivité locale qui est la mienne, mais également au niveau national, pour faire en sorte quand même que les élections locales se passent dans des conditions appropriées, mais dans des conditions non contestables, à même de permettre au Sénégal de vivre encore une fois des élections apaisées, et que le lendemain des élections, qu'on puisse avoir des résultats à même de permettre aux électeurs de pouvoir considérer que le vainqueur comme étant le véritable vainqueur de leur suffrage. Elhadji Malick Gakou, notre invité devant le grand jury d'RFM. Nous avons reçu dans une émission sur RFM le député Malick Gueye, qui est le responsable des jeunes de votre parti, le grand parti. Il estime, entre autres, qu'il dit 2019, ça n'a plus de sens. Vous avez déjà répondu à cette question. Pour vous, ça s'est mis en cadre de concertation de l'opposition. On a compris. Mais Malick Gueye, qui est le responsable des jeunes du grand parti, a aussi évoqué les probables retrouvailles de la famille social-démocrate, les retrouvailles avec l'AFP et Moustapha Niasse. Malick Gakou, est-ce que c'est un sujet que vous évoquez avec vos militants? Mais bien naturellement, vous savez que nous avons toujours voulu, en tout cas, que nos relations avec l'AFP soient des relations apaisées. Vous savez que le grand parti est pratiquement une émanation de l'AFP, puisque vous vous souvenez bien, après mon exclusion, beaucoup de citoyens sénégalais se sont joints à nous pour créer le grand parti. Donc, mon exclusion a été due à des divergences profondes sur la manière de tenir l'avenir de l'AFP. Et ces divergences ont conduit, bien évidemment, à notre exclusion. Mais cela dit, cela fait un peu de temps quand même. Et nous avons continué notre chemin. Et l'AFP aussi a continué son chemin dans Benno Bokk Yakaar. Nous sommes dans l'opposition. Mais Moustapha Niasse, c'est notre père quand même. Nous n'avons pas une animosité entre nous qui devrait nous permettre de ne pas considérer Niasse comme un père et une référence. Et il a beaucoup fait pour notre éducation politique. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés lors du décès de ma grand-mère, qui est sa mère, pour échanger et faire des condoléances et nous retrouver en famille. Et peut-être ça a été l'occasion, peut-être pour d'aucuns, de penser que même que nous sommes dans des dispositions de pouvoir nous retrouver, etc. Je crois qu'on ne s'est pas séparés sur le plan familial, sur le plan affectif aussi, on ne s'est pas séparés. Il y a des divergences politiques que nous pouvons dépasser, puisque la divergence politique, elle est même dépassée. Aujourd'hui, nous jetons notre regard sur l'avenir. Si l'Alliance des forces de progrès et les grands partis peuvent trouver des plages de convergence à même de nous permettre de nous asseoir autour d'une table pour jeter un regard sur l'avenir. De fusionner, c'est possible de fusionner avec... Rien n'exclut à ce que le grand parti et l'Alliance des forces de progrès puissent se retrouver, puisque, en réalité, rien ne nous divise sur le plan fondamental. Ce qui nous a opposés, c'est la question d'orientation par rapport à l'élection présidentielle et l'absence de concertation appropriée par rapport à cette époque. Maintenant, cette phase étant terminée, cette page que nous avons tournée, nous étions nos regards sur l'avenir. Et l'avenir, pour nous, c'est comment servir notre pays au milieu de ses intérêts. Est-il possible de voir Elhadji Malick Gakou retourner à l'AFP? Mais vous savez, comment Malick Gakou peut retourner à l'AFP? Moi, je suis président du grand parti. Je pense qu'il n'est pas pensable que je puisse retourner à l'Alliance des forces de progrès. Ce qui demeure constant, rien ne s'oppose à ce que l'Alliance des forces de progrès et les grands partis puissent trouver des plages de convergence et de collaboration, puisque nous sommes des acteurs politiques, nous tous mis par un sens élevé des intérêts de l'État. Et n'oubliez pas que la substance de notre adhésion à l'Alliance des forces de progrès, parce que souvenez-vous que j'étais le seul plus grand fonctionnaire sénégalais qui était dans l'administration publique à avoir choisi l'espoir avec Moustapha Niasse en 1999. Donc je continue à alimenter encore une fois les bases de cet espoir énorme que nous avions à l'appel du 16 juin. Et je profite de l'occasion d'ailleurs pour saluer mes camarades de l'Alliance des forces de progrès avec qui nous avons mené tous ces combats, n'est-ce pas, au service du Sénégal et pour sa démocratie. Donc aujourd'hui, rien n'exclut à ce que nous ayons entre l'Alliance des forces de progrès et les grands partis, comme d'ailleurs avec le Parti socialiste, des plages de convergence, puisque nous sommes tous d'obédience socialiste, nous sommes tous de la famille socialiste de manière plus large, et rien ne s'oppose à ce que demain, cette grande famille socialiste, auquel nous appelons de tous nos voeux, le Khalifa Sall, le président Khalifa Sall, moi-même et d'autres, que nous puissions nous retrouver au sein de notre famille originelle, qui est la famille du Parti socialiste, et cela devrait permettre au Parti socialiste de jouer encore une fois les premiers rôles dans le Sénégal d'aujourd'hui et de demain. Par contre, je travaille à avoir les meilleures relations possibles
avec l'Alliance des forces de progrès, avec son leader, M. Fagnas, qui est aussi un père et une référence. Et c'est la raison pour laquelle je milite en faveur, bien évidemment, de ces grandes retrouvailles et de cette osmose de la grande famille socialiste. Donc le problème n'est pas que Malick Gakou revienne pour diriger l'AFP. Je pense que l'AFP a des cadres assez compétents pour pouvoir prétendre diriger ce parti. Et j'ai déjà assez de travail à faire au sein du grand parti. Et l'ambition que j'ai en créant le grand parti, c'est de faire du grand parti la première formation politique du Sénégal. Cette ambition que nous avons et qui s'est matérialisée sur le terrain, puisque le grand parti n'a pas encore 4 ans. Et aujourd'hui, notre parti, notre formation politique est une formation politique incontournable sur l'échiquier politique national. Et aucune formation politique, en tout cas, ne devance notre formation politique dans le sens du combat sur le terrain. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents dans l'ensemble des collectivités locales du Sénégal. Nous sommes présents dans la diaspora et nous sommes partis de devenir, nous sommes un parti d'avenir, nous sommes un parti de combat, nous sommes un parti de conviction. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes optimistes et totalement engagé vers les combats du demain pour le Sénégal. Vos nombreuses casquettes, hommes politiques, hommes d'affaires, syndicalistes aussi, quand vous étiez élève, ce discours de Macky Sall qui fait débat, d'ailleurs les syndicats commencent à beaucoup réagir, à se tenir prêts au combat après cette déclaration de Macky Sall le 1er mai, la fête du travail, quand il recevait les cahiers de doléances des syndicats qui disaient qu'il est hors de question d'augmenter les salaires par exemple dans la fonction publique. Ça fait toujours débat. Est-ce que vous avez suivi cette sortie de Macky Sall? Oui, j'étais en Pologne lors de cette discussion entre le président de la République et les syndicats. Et j'étais à Varsovie, j'étais en mission à Varsovie, et où j'ai vu quand même un autre visage. J'ai vu le visage de la célébration du 1er mai comme une fête du travail. Parce que le 1er mai, quand même, c'est la fête des travailleurs. Je pense qu'au Sénégal, le président de la République a gâché la fête aux travailleurs. Puisque quand même, avec sa sincérité, il leur a dit la situation réelle du pays. Je pense que d'ailleurs, il faut féliciter le président Macky Sall pour avoir été autant sincère avec les syndicalistes. D'abord, nous sommes dans un pays où la situation économique n'est pas reluisante. Et je crois que ça, le président de la République l'a avoué devant les syndicalistes. Aujourd'hui, nous savons parfaitement que le Sénégal est un pays à économie extrêmement endettée. Parce que moi, je suis docteur en économie, donc en général, quand je parle d'économie, je préfère ne pas parler de politique. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, on m'entend assez rarement parler des sujets économiques, puisque je ne voudrais pas faire confondre mon rôle d'acteur politique à celui d'économiste, puisque l'économiste, nous devons dire que des choses étayées par la science économique. Mais aujourd'hui, il est clair que le président, avec une sincérité qu'on lui reconnaît aisément, a dit aux syndicalistes le tableau de bord de notre économie nationale. C'est une économie qui n'est pas prospère, c'est une économie qui n'est ni émergente, ni pré-émergente. Pour vous, c'est un aveu de Macky Sall que la situation économique est difficile pour le pays. En même temps, ils disent le contraire officiellement. Mais vous savez, un chiffre de taux de croissance et des poussières. Vous savez que la croissance, on peut revenir sur la croissance et épiloguer sur la croissance qui n'est pas un indicateur de bien-être social. Vous savez, la croissance, pour qu'elle soit un indicateur de bien-être social, doit être une croissance inclusive. C'est celle-là qui amène le progrès, c'est celle-là qui amène le revenu, et c'est là qui amène un progrès social à même d'améliorer la qualité de vie des populations. Mais la croissance que nous avons n'est pas une croissance inclusive. On sait que cette croissance, elle est portée par des secteurs qui n'amènent pas un caractère inclusif à cette croissance. Et aujourd'hui, en disant aux syndicalistes, bien évidemment, que la situation n'est pas des meilleures pour permettre d'augmenter des salaires et de vous donner peut-être un avenir à même de satisfaire à vos désirata de combat pour le renforcement de votre qualité de vie, le président a fait un aveu de taille. Et c'est la raison pour laquelle il est clair et manifeste maintenant que le Sénégal ne vit pas une situation économique à la même dimension qu'on l'annonce assez souvent sur la croissance et sur les agrégats macroéconomiques, etc. Aujourd'hui, il est clair et c'est établi par les termes de référence des discussions entre l'État du Sénégal et les bailleurs de fonds, particulièrement les institutions de Bretton Woods, donc le FMI, qu'il est clair que presque 50% des revenus de l'État hors don servent à payer les dettes. Donc c'est le service de la dette. Donc c'est quand même incommensurable. Et un pays quand même qui donne presque 50% de ses revenus hors don pour le service de sa dette, ça veut dire que le Sénégal est un pays vraiment endetté. Et aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui nous avons dépassé et frôlé les 65 à 66%
du ratio PIB-dette par rapport à notre niveau d'endettement. Donc cela est un grand problème pour le Sénégal. Pour le gouvernement, on est toujours dans les... Aujourd'hui, il est clair, maintenant, la moyenne il est clair. Tolérable. Non, oui, parce que, oui, vous savez, la moyenne tolérable, elle est toujours. Mais cela ne fait pas de nous, en tout cas, un pays non endetté. Et ensuite, le Sénégal est un pays donc extrêmement endetté, avec ce ratio dette-PIB de 65-66%, avec près de 50% des revenus, encore une fois, hors don, qui servent à payer des dettes, donc le service de la dette, cela pose problème. Ça veut dire que donc, le gouvernement n'a pas de marge de manœuvre. Et c'est ce que le président de la République a voulu dire aux syndicats. Alors, le Sénégal ne peut pas se développer sans pour autant développer des secteurs qui potentiellement peuvent créer les conditions d'une croissance inclusive. Et je l'ai dit et je l'ai répété, d'ailleurs c'est pourquoi dans le programme alternatif Soxali Sénégal, nous avons pris l'agriculture comme le principal indicateur de ce développement auquel nous aspirons. On ne peut pas développer un pays sans pour autant développer le principal secteur qui occupe près de 70% de la population. Je crois que cela est inadmissible et cela est impossible aussi. Et ensuite, notre économie et cette croissance, qui est une croissance extravertie, n'est pas à même de créer les conditions du bien-être social des populations. C'est-à-dire, aujourd'hui, si nous prenons le Sénégal... Malgré quand même une balance commerciale qui s'améliore, mais vous savez que les chiffres qui sont sortis cette semaine, les chiffres publiés par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, qui dit que le déficit commercial du Sénégal s'est amélioré à la fin du mois de mars dernier, avec un solde négatif qui passe de 179 milliards à 106 milliards, c'est pas rien. Vous savez que la balance commerciale... c'est un des indicateurs. Elle change, la balance commerciale elle change. De toute façon, ça c'est un indicateur trimestriel, certainement, mais c'est un indicateur qui va changer certainement de mois en mois, etc., etc. Mais le plus important, ce n'est pas de dire que la balance commerciale a évolué, que, etc., ça a évolué. Non. Au Sénégal, ce qui est plus grave encore, c'est que nous avons une économie extravertie et qui s'expatrie davantage. Parce que vous savez que, même si c'est une balance commerciale, vous savez qu'aujourd'hui au Sénégal, 98% des entreprises exportatrices sont des entreprises étrangères. Vous savez qu'au Sénégal, aujourd'hui, nous avons assez d'entreprises étrangères. J'ai entendu l'autre jour le président de la Chambre de commerce, la Chambre des investisseurs européens du Sénégal, dire que rien qu'au niveau de la CIS, il gère 2500 milliards de francs CFA, donc pratiquement 20% du PIB. Ajoutez-y ce que font les Américains, ajoutez ce que font les Turcs, ajoutez ce que font les Marocains. Donc, pratiquement, notre économie est une économie non seulement extravertie, mais expatriée. Alors, cette mainmise un peu de l'étranger sur notre économie et du capital des investissements directs étrangers sur notre économie pose problème. Non pas parce que nous ne voulons pas des étrangers, mais je rappelle qu'un pays dans le monde ne s'est développé sans le capital national, et qu'un pays ne s'est développé sans pour autant que les citoyens ne puissent créer les conditions de leur développement endogène. C'est que l'économie ne ment pas. L'économie dit la vérité, et la vérité de l'économie se mesure à l'aune de la qualité de vie des populations. Encore une fois, je crois que je reviendrai très largement sur les postulats économiques du Sénégal, la situation économique du Sénégal, mais ce qui demeure évident et constant, notre situation économique mérite une attention particulière de l'ensemble de nos concitoyens, tout de même que les questions liées à la situation politique du Sénégal. C'est la raison pour laquelle, quand nous parlons de dialogue, nous devons quand même créer des conditions d'un dialogue harmonieux à même de permettre à notre pays d'avoir une économie de développement pour renforcer et valoriser la qualité de vie de nos populations et en même temps créer les conditions d'une démocratie apaisée à même de permettre au Sénégal d'avoir des élections non contestables. Malick Gakou, Elhadji Malick Gakou, merci d'être passé devant le grand jury d'RFM. Bon dimanche à tous, bonne fin de week-end. Merci à Abdou qui était à la régie. Merci aussi à Maggie, la digital manager du grand jury. Restez avec nous.